On va présenter un peu à deux voix, voilà, en sachant que donc du coup c'est tout autour d'un travail qu'on a mené du coup autour des retours au moment du retour des enfants, un atelier thérapeutique. Et en sachant que voilà, moi j'ai animé cet atelier thérapeutique et Maximilien était voilà, coordonnateur, disons, tout au long voilà, pour nous aider à la réflexion de la création de ce dispositif et dans l'après-coup sur ce que ça a donné et qu'est-ce que ça peut donner comme suite. Voilà. Alors moi je vais vous parler plutôt des aspects théoriques de la question du traumatisme. Aujourd'hui, l'enlèvement parental est une situation que l'on pourrait qualifier de pathogène, tant pour l'enfant que pour l'environnement auquel il appartient. C'est pourquoi, lorsqu'on réfléchit à l'enlèvement parental et ses répercussions psychiques potentielles sur l'enfant, nous ne pouvons omettre la question du traumatisme. Ainsi, ici, nous nous focaliserons sur le vécu de l'enfant face à cette situation. Si l'enfant est au cœur de l'enlèvement parental, il est souvent pris au centre d'un conflit auquel son rôle se réduit à être l'objet d'un déchirement familial. L'enfant subit alors une situation qu'il dépasse, souvent d'une violence imprévisible. Au-delà de l'angoisse que génère le déplacement vers un lieu inconnu, c'est une séparation brutale qui constitue un véritable traumatisme, d'autant plus que le déplacement est à l'initiative d'une personne qui représente pour lui une référence parentale. En conséquence, il nous faut revenir sur la définition psychologique du trauma. Selon Hélène Romano, le traumatisme est un événement externe, soudain, terrifiant, qui déclenche une avalanche d'excitation, dépassant le seuil de tolérance physique, émotif et intellectuel d'un sujet. L'événement vient alors générer une tension et une désorganisation psychique instantanée pour l'enfant, une coupure de la machine à penser, comme le dirait Wilfried Bion. La nature du traumatisme subi par l'enfant dans la situation d'enlèvement parental dépend d'un certain nombre de facteurs. D'abord, elle dépend de la temporalité et de la spatialité de l'acte, c'est-à-dire la durée et la fréquence, si le lieu est connu ou non par l'enfant. En second lieu, cette nature dépend également de l'âge et de la maturité de l'enfant au moment de la soustraction. Si l'enfant est une personne vulnérable et fragile, encore en développement, on peut en déduire que tout traumatisme vécu pendant l'enfance peut avoir des effets délétères sur son développement. Cette nature dépend également de la qualité des liens entre le parent rapteur et son ou ses enfants, mais aussi elle dépend des conditions de l'événement, aspect inattendu et brutal, ou anticipé et préparé. Elle dépend également de l'histoire personnelle et familiale de chacun, qu'il s'agisse de la culture des protagonistes et du contexte dans lequel s'est perpétré l'événement. Ces éléments sont à prendre en compte pour mieux comprendre la dynamique traumatique de l'enlèvement parental et pour identifier des prises en charge adaptées pour l'enfant et son environnement. Sur le plan théorique, on distingue plusieurs typologies de traumatisme en psychologie. Je reprends Hélène Romano, qui va justement différencier ce qu'on nomme les événements traumatiques dits intentionnels des événements traumatiques non intentionnels. Dans le cas des enlèvements parentaux, il s'agirait du traumatisme dit intentionnel, qui, selon Hélène Romano, sont les conséquences directes d'une violence exercée par un être humain sur un autre être humain. Les conséquences sont d'autant plus graves lorsque la personne mise en cause était censée protéger le sujet, un parent, une personne faisant autorité. Sans pour autant développer, Léonard Terre propose quant à elle une autre classification du traumatisme en fonction de leur fréquence, exceptionnelle ou répétée, et de leur niveau de prévisibilité, soudain et inattendu ou prévisible et anticipé. Globalement, elle décline 4 types de traumatismes dont les effets sur les sujets diffèrent. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur le développement de ces traumatismes par manque de temps. Alors, les conséquences psychologiques de l'enlèvement parental dépendent donc avant tout de la singularité et de la temporalité de la victime, de l'histoire individuelle, familiale, sociale, environnementale, mais aussi du contexte et de la situation de l'événement. Ainsi,
On peut différencier dans les manifestations traumatiques ce qu'on va appeler des suites immédiates, c'est-à-dire des phénomènes observables à la suite directe du vécu traumatique, et ce qu'on va appeler des suites différées. Ce sont les phénomènes se manifestant dans un temps plus important. Le traumatisme tient alors une place prépondérante dans les phénomènes d'enlèvement parental et particulièrement auprès de l'enfant qui subit la situation directement. C'est pourquoi le 116 000 enfants disparus a voulu tenter de répondre au vécu traumatique par la mise en place d'un dispositif adapté pour les enfants au moment de leur retour. Donc voilà, après cette petite partie théorique, disons, sur le traumatisme et ses liens dans l'enlèvement parental. Donc je vais vous expliquer un petit peu l'atelier thérapeutique qu'on a mis en place. Tout d'abord, déjà, pourquoi est-ce qu'on a pensé à ça? Parce que dans la clinique, au CFP Enfants Disparus, dans le suivi des parents, on a remarqué qu'à l'approche du retour de l'enfant, les parents commencent à mettre au travail un petit peu ces retrouvailles, de savoir comment ça va se passer, ce qu'il aura changé, toutes leurs inquiétudes, imaginer le retour, penser il faudra peut-être être accompagné, aller voir un psychologue, tout ça se met au travail. Et puis arrive le moment du retour, les retrouvailles qui sont très fortes en émotion et qui finalement dépassent un peu tout. Tout ce qu'on avait pensé et anticipé, ça c'est très différent finalement avec la réalité qui est vécue de manière très forte. Et donc il y a un espèce de vide comme ça au niveau de l'accompagnement qui peut se créer au moment du retour. Et notamment d'un point de vue pratique, parce qu'après, quand on commence à penser aux prises en charge, etc., les temps d'attente sont longs, c'est laborieux, c'est coûteux, tout ça prend du temps. Donc voilà, on a imaginé qu'on puisse peut-être proposer quelque chose à ce moment-là, donc un dispositif plutôt groupal, puisque c'est peut-être compliqué au moment du retour on vient de retrouver son enfant, quel parent voudrait confier son enfant à un inconnu alors même qu'il a vécu pendant des mois voire des années dans des lieux totalement inconnus. Donc là, l'idée que ça se fasse en groupe avec d'autres enfants, on s'était dit que ça pouvait être plus facile à la fois pour les parents et à la fois pour les enfants. Donc je vais un peu rapidement, je suis désolée, je suis un peu pressée par le temps. Et donc l'idée, c'était de créer un espèce de sas, une prise en charge au retour de l'enfant qui puisse être accessible, à la fois pour les parents et à la fois pour les enfants, et qui peut-être par la suite va permettre d'ouvrir un travail, sur le long cours. Donc on a pensé cet atelier thérapeutique, en 10 séances qui étaient qui étaient chaque semaine, assez régulières, sauf pendant les vacances scolaires. Et donc chaque séance, on utilisait un média différent ou alors qu'on retrouvait pour permettre l'expression individuelle ou groupale, en sachant que les premières et dernières séances, elles réunissaient les parents et les enfants. C'était le moment de se rencontrer et aussi le moment de se séparer. Donc je vous ai montré un peu, on a utilisé ce qu'on appelle un photolangage, donc c'est les images que vous voyez. En fait, c'est des images plus ou moins explicites qui permettent l'expression de vécu, dans le sens où chacun y met ce qu'il y voit en fait. On a lu un livre en tous ensemble qui s'appelle La bouteille à la mer, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est un livre qui traite de l'enlèvement parental, donc d'une petite fille qui se fait enlever par son père. Sachant que les enfants pouvaient s'exprimer à tout moment, imaginer la suite de l'histoire ou encore associer par rapport à leur propre vécu. Après, on a créé des bandes dessinées, donc sur la même manière qu'on a lu le livre, l'idée était qu'eux-mêmes écrivent leur propre histoire. On a fait des petits ateliers d'improvisation théâtrale assez courtes. Et puis ensuite, on leur a demandé de produire quelque chose de leur choix, donc que ce soit un dessin, une lettre, un livre, une BD, ce qu'ils voulaient, à la fois à l'intention du parent avec qui ils ont été emmenés, et puis avec le parent duquel ils ont été séparés pendant quelques temps. Donc dans le groupe qu'on a mené, on a accueilli 3 enfants. Et donc nous, on était 3 adultes à les encadrer. Il y avait donc 2 psychologues et une observatrice qui prenaient vraiment tout en note, puisque comme c'était un groupe exploratoire, on a voulu vraiment travailler par la suite ce qui s'est développé dans ce groupe-là.
Donc pour garder un petit peu la confidentialité, j'ai mis les dessins des enfants, comment ils se représentent eux-mêmes. Et je vais essayer de les appeler par leurs initiales et de pas me tromper. Donc voilà, donc on a accueilli H, qui est un jeune garçon de 10 ans, qui a été enlevé par son père dans un pays d'Afrique durant plus d'une année, un peu plus d'une année. Ensuite, il y avait SL, qui est une jeune fille de 9 ans, qui elle a été soustraite également par son père, mais c'est un enlèvement national, donc en France, pendant plusieurs mois. Et puis il y avait A, qui est la plus jeune du groupe, donc une petite fille, qui est âgée de 7 ans et qui a été par 2 fois emmenée par son père dans un pays européen, près d'une année à chaque fois. Donc en tout cas, voilà, les 3 enfants du groupe, ils ont donc chacun été enlevés par leur père et aucun d'eux, au moment où on a fait cet atelier, n'était en contact avec leur père à ce moment-là. Et pour H et A, les procédures juridiques sont même encore en cours. Ils venaient juste de rentrer au moment où on a créé le groupe. Donc maintenant, je vais essayer de vous transmettre un peu, rapidement, je ne sais pas tellement le temps qui nous reste, mais comment les petits travaillent. On a déjà dépassé, la deuxième conférence commence dans 1 minute, à vrai dire. Donc... D'accord. Bon, vous ne saurez pas comment les psys travaillent, alors. Non. Si. Bon. Si. Allez-y. Alors, j'essaie de vous développer un petit peu comme ça des petits points, voilà, qu'on a relevés. Donc, voilà, par exemple, donc on a travaillé tout ce qui est de la question identitaire. On pourrait dire que, voilà, dans le cas des soustractions de mineurs, il y a un peu l'enfant d'ici, de maintenant, du retour, et l'enfant de là-bas. Et voilà, cette identité est un peu séparée, c'est très difficile de la mettre en lien pour les enfants. Par exemple, là, donc, c'est des dessins de H qui a représenté voilà, la maison de France et la maison du pays dans lequel il a été emmené. Chez cet enfant-là, cette question identitaire, elle se retrouvait également dans ses prénoms, puisque en fait, dans le pays dans lequel il était, il avait un autre prénom que celui dans lequel il est en France. Et depuis son retour, il a choisi de se faire appeler par son prénom français. Donc voilà, tout ça a beaucoup de sens, vous imaginez bien. Et l'idée dans ce groupe-là, c'était d'arriver à pouvoir commencer à mettre en lien un petit peu ces deux identités, d'essayer de sortir un peu de ce clivage-là par voilà, l'expression, par le lien entre les enfants et évidemment notre intervention, nos mises en mots, nos questionnements là-dessus. Après, on a travaillé un petit peu, par exemple, tout ce qui était la différenciation. L'espace même du groupe, en fait, fait qu'on fait une différenciation entre l'espace des parents et l'espace des enfants. C'était important, enfin, je pense au témoignage d'Isabelle Bresse qui expliquait que voilà, sa mère avait réussi à ne jamais dénigrer ou critiquer son père devant elle. C'est effectivement pas toujours le cas parce que finalement les parents sont encore tellement marqués. Je disais que pour H et A, ils sont encore dans les procédures, donc c'est très, très prenant pour les parents qui ne peuvent s'empêcher d'en discuter, d'en parler, ne serait-ce que ce ne serait pas au téléphone avec une amie. Enfin bon, voilà, les enfants baignent vraiment dans tout ce discours-là. Et l'idée, voilà, c'était de proposer cet espace qui est très différent, un espace dans lequel ils pouvaient déposer finalement tout ce qu'ils peuvent peut-être pas dire à leurs parents. Donc là, dans notre groupe aux mères, pour les protéger aussi. Je reviens encore au témoignage d'Isabelle Bresse, c'est dommage qu'elle soit partie, qui disait qu'elle n'osait pas dire à sa mère qu'elle avait passé du bon temps là-bas avec son père et nous. Donc, on a essayé de travailler justement tout ça et de dire, là, vous pouvez exprimer finalement qu'est-ce que vous avez pu vivre d'heureux aussi. Tout n'a pas été que triste ou que difficile au moment où ils étaient avec leur père, du coup, pour les enfants du groupe. Donc voilà, on voit par exemple, donc là sur l'image du livre, où c'est donc celle on voit qu'elle s'identifie un peu à sa mère et qu'elle dit, dans le livre, la question était, pourquoi est-ce que le père a enlevé sa fille ? Et donc la réponse de SL était, c'est pour que maman soit triste. Donc là on imagine bien qu'elle reprend quelque chose un peu du discours qu'elle a pu entendre, de ce qu'elle imagine que sa mère veut qu'elle dise, ou ce qui est bien de dire à ce moment-là. Et quand on lui demande, donc pour cette même enfant, celle de penser à son père et de faire ce qu'elle veut pour lui, en pensant à lui, une production, ce qui vient, c'est « je ne sais pas » qui a écrit en gros. Et donc l'idée, c'était de petit à petit d'essayer d'y arriver. Et donc en parlant, en reprenant avec elle, finalement, elle a dessiné, donc je ne sais pas si vous voyez en bas à gauche, un Samsung. Donc c'est le portable que son père lui avait offert. Et les signes religieux, c'est pourquoi ?
Il y a plein Les de signes religieux, c'est parce que son père est juif, voilà. Et donc du coup, elle le dessinait de manière un peu automatique pendant qu'on discutait. Et sa maman est chrétienne, alors, parce qu'il y a des croix aussi. Non, sa maman n'est pas chrétienne. Ah, d'accord. Non, mais c'est étonnant, je trouve, comme... Donc en fait, c'est un dessin avec lequel on a travaillé. Ouais. Alors on n'est pas devin non plus, donc dans les interprétations de dessin, on pose beaucoup de questions et puis après on essaye de dénouer les choses. On a travaillé aussi un petit peu donc, toute la question de la séparation. Donc là, on revient peut-être un peu plus à votre présentation, Delphine, sur voilà, les exécutions forcées, la manière dont ça peut se passer. Et donc là, c'est A qui, effectivement, où ça a été un retour assez difficile. Donc voilà, elle a été mise dans un avion, pareil, elle a vu son père se faire mettre les menottes devant elle. Ça a été assez compliqué. Donc au moment où voilà, il fallait faire cette production par rapport à son père, elle a pu nous dire j'ai pas pu lui dire au revoir. Et donc du coup on a écrit ce au revoir papa à ce moment-là lors du groupe. Donc c'était un peu toutes ces questions-là voilà, qu'on a mis au travail. On a pu aborder évidemment aussi tout ce qui est culpabilité, qui revient dans toute séparation parentale, qu'il y ait soustraction de mineurs ou pas. Donc je ne vais pas aller trop loin, mais bon voilà, peut-être juste revoir un petit peu ce qu'avait écrit H à un moment donné. Voilà, papa, je t'aime comme ma mère. Tout ce que je voulais, c'est que vous restiez ensemble. Je voulais pas que tu frappes ma mère, je voulais rester avec vous deux. Et même en ce moment, je veux vous voir ensemble. Donc voilà, malgré toutes les choses qu'ils vivent, effectivement, comme le disait Isabelle Bress, voilà, les enfants aiment leurs deux parents, malgré tout. Et l'idée dans notre groupe aussi, c'était de pouvoir apporter un petit peu cette possibilité de le dire, cette possibilité d'être ambivalent aussi, donc c'est-à-dire de se dire que, ok, papa a été méchant ou maman a été méchante, mais ils sont aussi quand même un peu gentils. Il y a quand même des choses qui peuvent être... Et dans le fond, moi, ce que j'aimerais, c'est juste qu'ils soient ensemble. Bon, je vais aller très rapidement. On a fait plein d'autres choses. Là, c'est simplement voilà, des exemples. Ça a été très riche, tout ce qui s'est montré. Donc, ce qu'on peut dire un petit peu des effets dans l'après-coup de ce dispositif qu'on a mis en place, c'est que pour chaque enfant, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait vraiment une avidité à venir déposer et raconter leur histoire. Parfois, c'était même difficile de se laisser la parole entre eux, les premières séances. Il fallait vraiment tout raconter. Et pas forcément en utilisant les médias, d'ailleurs, qu'on proposait. Voilà, il y avait ça. Et puis, une fois que tout ça avait pu être un peu déposé, là, on pouvait aller commencer à mettre au travail un petit peu voilà, les conflits, les petits exemples que je vous ai montrés. Il y a eu plein d'autres choses. Ça a été très, très riche. Et en fait, l'idée, c'est que, pour nous, c'était de commencer à... voilà, on parlait tout à l'heure de traumatisme et d'empêcher un peu de penser, de ne pas arriver à mettre en lien tout ça. C'était de relancer un peu cette machine à penser, à imaginer, à prendre du plaisir, à comprendre son propre fonctionnement, à s'y intéresser pour sortir un petit peu de ce clivage dont parlait aussi Daniel, dans lequel les enfants peuvent être mis là-dedans. Parce qu'effectivement, les enfants, ils s'adaptent très vite. À l'école, il n'y a pas eu de souci pour ces 3 enfants-là. Ils ont refait des liens, des amis. À l'école, ça se passe bien. Mais c'est plus enfoui. Voilà ce qu'on peut voir des difficultés plus psychiques. Mais voilà, il n'y a pas eu que des effets positifs. Il y a eu pas mal de limites aussi. C'est vrai qu'on voulait les mettre en discussion. C'est un petit peu difficile de les mettre en discussion maintenant avec ce temps. Mais voilà, déjà on avait... je ne sais pas si tu veux que je te laisse faire les limites. Non, je suis dans la lancée. Dans les limites de ce groupe-là, déjà donc on avait 3 enfants et qui avaient des âges quand même un peu rapprochés, mais finalement assez différents dans leur registre de fonctionnement. Donc c'était pas toujours évident de contenir un petit peu tout ça. Je vois Ludivine qui me montre l'heure. D'un point de vue très pratique, je pense que c'est compliqué à mettre en place ce genre de groupe, mais on essaye d'y réfléchir en ce moment pour pouvoir que ce soit accessible à tous, puisque donc l'idée c'était de comment aller au-devant d'une demande, parce que nous là on a contacté les parents, comme c'était un premier groupe, on est allé au-devant vraiment d'une demande et avec tout ce que ça peut impliquer comme peur pour le parent, mais c'est qui ces gens, qu'est-ce qu'ils me veulent, qu'est-ce qu'ils veulent à mon enfant, voilà, on revient un petit peu à tout ça.
Et donc l'idée, c'est que voilà, donc de toutes ces limites, d'une mise en place difficile, d'aller au-devant d'une demande, de trouver des enfants d'un âge à peu près équivalent, d'une maturité à peu près équivalente, tout ça en région parisienne parce que la France est grande et que nous, on est en région parisienne. C'est pas si évident que ça, donc on est en train d'y penser en ce moment. Voilà, en tout cas au sein du CFP Enfants Disparus, on est ouvert à toute proposition, aux échanges avec d'autres professionnels. Nous, ce qu'on avait imaginé, voilà, c'était de proposer un groupe peut-être plus constant, de le faire connaître aux différents professionnels, qu'on puisse nous adresser des enfants au retour, mais aussi proposer quelque chose pour les parents, parce qu'il faut peut-être juste dire un truc là-dessus, parce qu'il s'est construit un peu un groupe clandestin dans la salle d'attente, donc des mères qui nous emmenaient les enfants au groupe et qui finalement faisaient leur propre groupe aussi et qui prenaient beaucoup de plaisir à se retrouver et à pouvoir échanger et parler aussi des choses d'adultes et de tous les soucis qu'on emmenait pour elles, les soustractions de mineurs. Voilà. Merci beaucoup, merci. Je suis vraiment... Merci Maximilien et Guénaël.